Bien. Je vais essayer de faire assez vite pour rattraper le retard que l'on a pris. Je vais raccourcir cette présentation et la suivante que devait faire Éric Dessoir. Le moment est venu juste de vous parler effectivement d'un outil, puisqu'on fait de la psychologie pratique, et se poser la question effectivement du triage psychologique. Tout à l'heure, on avait évoqué l'idée que nos collègues sauveteurs pouvaient être exposés à des situations soit traumatogènes, soit dépressogènes, soit d'épuisement, qu'il fallait vraiment choisir le bon outil de prise en charge, et donc il faut savoir de quoi, entre guillemets, ils souffrent ou à quoi ils ont été confrontés. Je vous ai déjà présenté cette diapo-là tout à l'heure, alors je n'irai pas plus loin, mais l'idée, et ça je vais le passer aussi parce que, hop, on va gagner du temps. L'idée, c'est que on doit déterminer qui a vécu quoi, à quel moment, dans la situation. Et Éric Dessoir a fait un travail de conceptualisation dans le cadre de son doctorat qui est très intéressant, où on doit déterminer sur ce qu'on appelle ce modèle crash, eh bien, où est-ce qu'on intervient. Alors sur l'axe vert, vous avez le type d'action. Prévention primaire, on est en amont de la crise, voilà, c'est tout ce que l'on fait à propos de la prévention de nos sauveteurs, la formation, la prévention du risque psychologique. Ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est la prise en charge post-immédiate. Et la prise en charge tertiaire, là c'est après la crise, mais c'est vraiment la dynamique de soins. Mais il faut déterminer, alors finalement, quand il y a une crise, si on est en train de prendre en charge des victimes primaires, et normalement, là c'est le travail effectivement des cellules d'urgence médico-psychologique, à savoir les impliqués classiques d'une catastrophe. Est-ce qu'on est en train de travailler avec des victimes secondaires, c'est-à-dire plutôt de ce qu'on appellera effectivement les témoins, comme on parlait tout à l'heure Françoise, ou est-ce qu'on est en train de travailler avec les victimes tertiaires? Et là, en l'occurrence, c'est nous, c'est les sauveteurs, c'est les sapeurs-pompiers, c'est les soignants. De même, quand on travaille avec ces victimes tertiaires, on doit déterminer si ils ont été confrontés à un événement traumatogène. Et je vous renverrai à la définition du traumatisme, mais en gros, est-ce que nos sauveteurs ont été exposés de manière brutale, violente, à un événement les mettant en danger dans leur intégrité physique, les mettant en danger de mort? Est-ce qu'ils ont été confrontés à des événements dépressogènes, c'est-à-dire des événements qui vont créer de la dépression, à savoir finalement l'exposition à des morts violentes, l'exposition à des collègues blessés, voire à des collègues décédés. Et puis bien sûr, il y a le facteur épuisement qui va jouer énormément dans cette histoire. Jacques Asquette présentait en début d'après-midi effectivement l'épuisement que représentait pour les sauveteurs le fait de monter, de descendre, de monter, de descendre, de faire une noria, une petite noria qui était très complexe dans des conditions de chaleur extrêmement importantes. Et on sait très bien que l'épuisement physiologique peut être un des facteurs de déclenchement de la décompensation psychologique. De fait, avec Éric Dessoir, on a réfléchi à comment rapidement, très rapidement, normalement ça va passer, oui. Comment très rapidement, je trouve que ça souligne bien le propos, très rapidement effectivement réussir à faire un triage. Et le concept du triage psychologique que l'on a retenu dans le cadre des missions sapeurs-pompiers, c'est-à-dire ces trois petits outils, effectivement le 5QS, 5 questions rapides à poser à nos collègues pour déterminer s'ils ont été confrontés à une situation plutôt traumatogène, dépressogène, exhaustogène, et finalement qu'est-ce qu'ils ont fait dans la situation, quelles étaient leurs missions, quels sont leurs premiers signes cliniques. Et ensuite, une évaluation plus quantitative, le BFP, ce qu'on appelle le bilan flash psychologique, en gros une évaluation de la puissance de l'impact sur chacun de ces trois axes. Alors le 5US de Éric Dessoir, qui est représenté et qui est expliqué dans beaucoup de ses ouvrages, se déroule au travers de 5 questions simples. Finalement, le soutenant psychologique, le psychologue, l'infirmier formé, le médecin ou le collègue père qui est formé en soutien psychologique va demander à son collègue « mais qu'est-ce que tu as fait, dans quel rôle quelle était ta mission, à quoi tu as été exposé ?» Les réponses sont succinctes parce qu'un 5QS, ça se passe en 5 minutes. C'est quelque chose de très très rapide. Ensuite, qu'est-ce que tu penses de ton action? On va avoir accès, entre guillemets, aux premières interprétations, aux premières cognitions relatives, effectivement, à la confrontation à la situation. Quelles étaient pour toi les difficultés les plus prononcées? Alors, on ne précise pas oralement au niveau du vécu ou au niveau opérationnel, parce qu'on va laisser la liberté à notre collègue de nous dire ce que lui, il a estimé être le plus difficile. Et de nouveau, on aura des informations qui vont être très très intéressantes pour déterminer
le type de soutien que l'on va utiliser par la suite. Ensuite, à l'instant, comment est-ce que tu vas? Je pense que c'est une question qui paraît simple, mais qui est extrêmement explicite sur la demande de prise en charge. Et la cinquième question est souvent une demande implicite de est-ce que tu souhaiterais participer effectivement à une dynamique de soutien de groupe, hein, c'est préférable. Et si ce n'est pas de groupe, bah, finalement en individuel pour ne pas te laisser isoler par rapport à la difficulté que tu as rencontrée. Ce 5QS s'additionne au BFP dont je vous parlais. En gros, ce sont des réglettes de type EVA, hein, toute simple, où on va avoir une graduation dont je vais vous parler dans quelques instants, qui vise effectivement à codifier le niveau d'impact. Ces réglettes vont travailler sur les trois axes, l'axe traumatogène, l'axe dépressogène et l'axe exhaustogène. Finalement, on va interroger le collègue sur le niveau de stress ou de tension perçue. En réalité, on évalue ici l'activation de l'axe stress ou de l'axe anxiogène, d'accord? Avec finalement, tu es en état de relaxation complexe à un niveau 1 ou finalement un niveau de stress ou de tension extrêmement intolérable. Et on va avoir une graduation qui s'opère. On fait la même chose pour la perception du moral immédiat. En réalité, on est en train de mesurer l'axe dépressogène et sur cet axe, on va demander effectivement à l'agent de se positionner sur un niveau moral à son maximum ou à un niveau finalement de déprime extrême et intolérable. Et enfin, on va faire la même chose avec l'épuisement. Ces trois réglettes, finalement, sont passées très rapidement parce que cette codification, elle se fait en général en 1 minute. C'est quelque chose de rapide, c'est pour ça qu'on parle de l'examen de l'urgence psychologique, mais très rapide. Et pourquoi on parle de bilan flash? Parce qu'on va très très vite. L'intervenant ici est invité donc à se positionner sur ces trois échelles et en fonction des résultats, va découler toute la méthodologie effectivement de prise en charge quantitative. Tout ça se fait dans un cadre très particulier que je n'ai pas le temps de vous détailler en matière de positionnement, d'explication de l'outil et de cotation des réponses, mais qui est entre guillemets garant d'une bonne utilisation et d'un bon usage de l'outil. Derrière tout ça, les scores obtenus au travers d'études qui sont encore en cours de réalisation sur des effectifs de grande ampleur, nous permettent de dire finalement si nos agents sont plutôt en bilan vert, en bilan rouge ou en bilan orange. Et en fonction effectivement de la nature de la cotation, eh bien, on va déterminer s'il y a une réponse de soutien psychologique ou de secours psychologique immédiat à fournir, rapide. Est-ce qu'on a le temps de temporiser, entre guillemets, et de compléter avec des entretiens un peu plus approfondis pour voir ce qu'on va mettre en place, ou tout simplement si, a priori, les résultats quantitatifs nous diraient qu'il n'y a rien à dire. Attention, les résultats quantitatifs ne sont valides qu'à partir du moment où il y a un entretien. C'est pour ça qu'il y a le 5QS et puis qu'il y a une interprétation psychologique, parce qu'un test en psychologie ne reste jamais qu'un outil d'évaluation et pas un outil diagnostique. Ce qui nous permet d'obtenir des choses très pratiques pour les prises en charge. Une fois qu'on a travaillé avec nos collègues, on a, par exemple, pour une équipe de lutte incendie qui a été exposée à une situation très complexe, une quantification qui va s'opérer par agent. Et donc, on va savoir, finalement, en fonction de leur rôle dans l'histoire, qui est plutôt passé en bilan vert. Ici, on a un chef d'agré et un conducteur, effectivement, d'engin qui n'ont pas de soucis, un équipier du binôme d'attaque qui n'a pas de problématique particulière. En l'occurrence, ça doit être un binôme d'alimentation. Bon, il y a une petite faute sur le document. Qui est en bilan orange et qui finalement est en bilan rouge. D'accord? Ce qui va aussi nous permettre de cibler le type de prise en charge, le type de surveillance et l'accompagnement. Parce qu'il n'est pas forcément toujours opportun, pour un même groupe de personnes, d'organiser un débriefing psychologique de groupe. Certains n'ont pas forcément besoin de passer par ce type de protocole. Pour d'autres, ça serait un problème. Pour d'autres, finalement, on va se retrouver avec des problèmes qui sont plus traumatogènes. Donc là, du débriefing est indiqué. Pour d'autres, du dépressogène, ça ne leur va pas, ça ne va pas leur convenir en termes de méthodologie pour les accompagner. Donc il va falloir s'ajuster et ces outils sont pratiques pour faire de la discrimination. Au final, si on regarde un peu ce graphique de nos 5 collègues, on voit que dans ce qui est bleu clair, c'est plutôt l'impact traumatogène qui est dominant pour 4 des intervenants. Et que si on décide effectivement d'une prise en charge à partir de ces résultats immédiats, ça va plutôt nous orienter vers une prise en charge de type Critical Incident Stress Management de Mitchell, ou avec des méthodologies très pratiques comme le PEGS,
hein, pour ceux qui connaissent, c'est la version plus récente du Critical Incident Stress Debriefing. C'est le peer group support, hein, le soutien de soutien psychologique par les pairs. Il y a des études qui sont en cours et qui nous permettent aussi de bien mesurer les différences qu'il y a entre finalement les interventions classiques des sapeurs-pompiers et puis les interventions sur lesquelles les unités ont été engagées. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez par exemple que pour les interventions standards, on a des scores sur ce type d'échelle qui nous donnent des résultats relativement bas. Et que par contre, quand on est amené à intervenir en tant qu'unité de secours psychologique, parce qu'ils nous ont demandé finalement d'intervenir et qu'on fait passer ces réglettes, on a des scores, là en beige clair, qui sont beaucoup plus élevés. Les études sont encore en cours, hein. Vous voyez, on a des résultats qui sont encore à apparaître, qui vont être d'ailleurs exposés au congrès Secours Santé à Nîmes au mois d'avril. Mais il y a une étude qui a été réalisée notamment sur les lignes de base. Vous voyez qu'en général, nos sapeurs-pompiers, sur des interventions simples, vont se retrouver avec des scores extrêmement faibles. Hein. Tout score cumulé, 6,51, alors qu'on va considérer qu'on n'est plus dans le bilan vert à partir de 10 sur 30. Donc vous voyez qu'on est dans une marge de travail qui est assez intéressante. Petit retex par rapport à l'usage du BFP, et là je rejoins Françoise sur le travail. Il a même été réfléchi, pensé et testé en fait dans le cadre effectivement des plans Novi ou des plans Piratox, l'usage du BFP pour travailler correctement auprès du centre d'accueil des impliqués. On était en aparté tout à l'heure en train de discuter de cette problématique des centres d'accueil des impliqués et c'est vrai que c'est une vraie problématique de savoir, mais parmi tous les impliqués qui arrivent au niveau du CADI, qui a besoin d'aide, qui n'a pas besoin d'aide, comment on les dépiste. C'est pas toujours si simple que ça de faire la démarche. Et les outils comme le BFP peuvent peut-être permettre des fois un triage très rapide pour mesurer un impact immédiat, alors qu'il n'est pas discriminatif à 100%, qui n'est pas salutaire dans le temps, mais qui peut peut-être permettre d'orienter les personnes les plus fragiles vers le PUMP. Et ça, c'est vraiment très important pour qu'ils puissent aussi aller faire la demande auprès des psychologues et des psychiatres de la CUMP. Donc l'idée des bracelets que tu aurais évoqué tout à l'heure, nous aussi, on pourrait très bien imaginer travailler avec des bracelets, certes numérotant, identifiant les individus, mais aussi permettant de codifier à quel niveau d'exposition, entre guillemets, subjective ils sont soumis, et finalement la demande d'aide indirecte qui est formulée. Donc ça, c'est en réflexion, et je pense qu'on aura le temps de reparler de tout ça avec nos collègues de la protection civile et des CUMP dans les années et les mois qui viennent. Je ne vous en dirai pas plus sur le BFP pour le moment, et je pense que si on a l'occasion de se rencontrer, on pourra en discuter un peu plus longuement. Et je vais vous parler d'une autre application pratique de la psychologie d'urgence et de catastrophe. Cette fois, non pas au travers d'outils qui visent à aider les sapeurs-pompiers ou les sauveteurs, mais bien directement sur des outils qui aident cette fois les victimes en situation très critique. Et là, je pense que les personnes qui sont tout particulièrement intéressées par ce qui va être évoqué à l'instant, c'est les personnes qui sont amenées à intervenir auprès des victimes incarcérées, ensevelies. Alors là, finalement, le propos que je vais vous rapporter va particulièrement concerner les gens qui interviennent en opération extérieure, en sauvetage des blêments, pour les victimes ensevelies, pour les victimes d'incarcération. Depuis maintenant une dizaine d'années, on travaille sur un protocole qu'on appelle un protocole de stabilisation psychophysiologique des victimes. Le travail que vous allez voir a été supervisé par Éric Desoir, par moi-même et puis par madame, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, mais je vous laisserai lire, qui est une grande hypnothérapeute en Belgique et responsable de la société d'hypnothérapie en Belgique. On a travaillé aussi sur ces protocoles avec les Fire Stress Team, qui sont les dispositifs équivalents des unités de secours psychologique en Belgique, plusieurs 10, et tout ça aussi au travers d'ateliers d'experts depuis plusieurs années, entre Bruxelles, Lyon, Paris, Nice, Saint-Étienne, etc., etc. Tout ça pour vous raconter quoi ? D'abord pour vous montrer quelques photos. De quoi parle-t-on quand on parle effectivement d'incarcération ou de victimes incarcérées ? Eh bien, quand on voit ce véhicule, une question qui est importante pour parler du protocole de stabilisation, c'est de se demander, mais qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique chez la victime qui est enfermée à l'intérieur de son véhicule ?
On est sauveteur, on intervient, on est censé aider. On va peut-être être la personne qui fait le rôle d'écureuil. On va peut-être être le sauveteur qui fait du sauvetage d'éléments et qui tient la main de la victime consciente qui est incarcérée entre différents pans d'un bâtiment qui s'est écroulé. Toujours quand on regarde ces photos, on doit se poser la question aussi de qu'est-ce qui se passe pour la victime de nouveau quand elle perçoit l'arrivée des équipes de secours après avoir été seule pendant un certain temps, en incapacité de s'extraire à la situation. On doit également s'interroger et se demander, mais comment perçoit-elle ensuite l'intervention des secours? Alors pour ceux qui ont déjà assisté à une désincarcération, vous savez le bruit que ça fait, sur le véhicule et le véhicule dans quel état ça le laisse à la fin. Rien que pour une personne qui serait que très légèrement blessée et incarcérée, pas toujours très agréable de voir sa voiture neuve, achetée la semaine dernière, se faire découper par des pompiers qui ont l'air très satisfaits d'utiliser leurs outils. Mais ça peut revêtre un caractère relativement traumatisant pour l'ensemble des personnes qui n'ont jamais vu ça à l'œuvre. Quel va être l'impact immédiat, finalement, derrière tout ça, du stress ou de l'anxiété sur la physiologie de la victime? Et là, on va toucher un domaine qui est extrêmement important, parce que si vous connaissez bien les mécanismes du stress, vous allez tout de suite comprendre que si on ne gère pas ce phénomène correctement, on va avoir une réponse biologique du corps qui va libérer de l'adrénaline, qui va libérer du cortisol dans l'organisme et qui va peut-être mettre en danger la santé immédiate de la personne incarcérée. De même, psychologiquement, le fait d'être en état de stress et d'anxiété pendant une durée relativement importante d'incarcération va participer probablement à un traumatisme ou à l'ancrage d'un traumatisme psychologique qui, là, va avoir des séquelles, pas forcément immédiates en matière de santé, mais qui, à terme, va se développer et qui pose un vrai problème en matière de santé mentale. Hein, n'oubliez pas que l'état de stress post-traumatique est une des pathologies dont l'issue peut être le suicide ou la tentative de suicide. Deux petites informations clés pour comprendre le propos. Toute personne exposée à un facteur de stress aigu, ici notre victime incarcérée, va activer au niveau de son cerveau deux choses. Elle va évaluer le danger auquel elle est confrontée. Est-ce que dans la situation actuelle, je suis en danger? Ou est-ce que je viens d'être mis en danger? Alors je pense que vous avez une réponse toute faite quand vous venez de faire 2 tonneaux avec votre voiture, que vous êtes arrêté contre un arbre, coincé, une jambe cassée, en incapacité de sortir. Suis-je en danger? C'est la première réaction la première question va se poser le cerveau. Puis la deuxième question, parce qu'il n'y aura pas forcément stress si on ne répond pas à la deuxième question. Cette deuxième question, c'est est-ce que je suis capable de faire face à la situation? C'est-à-dire, je peux être confronté à un danger, mais me sentir fort, me sentir capable de faire face. En revanche, là, quand j'ai la tête en bas, la jambe cassée, coincé dans mon véhicule, incapable de sortir par moi-même, est-ce que je suis capable de faire face au danger? Non. À partir de là, le corps va répondre. Et on va activer de nombreuses voies du stress, notamment le système nerveux autonome, la voie hormonale dont je vous parlais à l'instant, la voie physique, et on va avoir beaucoup de modifications des facteurs physiologiques qui vont se mettre en marche. Tous ces facteurs vont avoir un impact important à court terme et à long terme sur le fonctionnement physique de la victime, sur le fonctionnement physiologique, comportemental, émotionnel, psychologique. Une des conséquences qu'on essaie de travailler quand on va parler de la stabilisation psychophysiologique des victimes, c'est de dire mais comment on peut prévenir finalement l'aggravation du cas de la personne immédiatement en matière de santé et comment on peut prévenir les séquelles au niveau effectivement des risques traumatiques potentiels. Au-delà du mécanisme de stress, je vous présente un tout petit schéma qui est issu d'un des pères de la psychologie cognitive et notamment de la thérapie cognitive et comportementale aux États-Unis, qui est Aaron Beck, qui explique que dans notre cerveau, on a une interaction permanente entre nos pensées qui conditionnent du coup nos émotions. Hein, c'est ma manière d'analyser une situation qui crée de la joie ou de la tristesse ou de la peur. Toutes nos émotions sont conditionnées à un système d'analyse mis en place par le cerveau. Et puis mes émotions vont conditionner mes comportements. Mais selon les comportements que j'ai, je vais influencer aussi ma manière de penser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous comprenez cette interaction, vous allez vous dire, mais du coup, quand on va être amené à intervenir sur une victime ensevelie, c'est là-dessus qu'on est en train d'intervenir.
finalement, si je travaille sur la possibilité d'orienter un petit peu son attention ailleurs que sur sa blessure, ailleurs que sur le fait qu'elle soit incarcérée, ailleurs que sur le fait qu'elle ait mal, je vais peut-être effectivement prévenir une réaction émotionnelle trop importante et éviter des comportements qui sont peut-être en opposition avec la dynamique du secours, gagner du temps. Et ça, c'est extrêmement important. Alors au final, l'objectif de la stabilisation psychophysiologique, c'est quoi? C'est de réduire les effets nocifs liés au stress au niveau physiologique et psychologique. Comment? En travaillant sur la perception du danger, sur la perception de la capacité à faire face que va avoir la victime à ce moment-là, victime consciente, cela s'entend, hein. Et puis travailler sur la capacité de participation à son propre secours. Ça va être une dimension importante au niveau psychologique. Enfin, ce protocole, il s'adresse à la victime d'incarcération consciente, mais comme je vous le disais dans mon propos, cet outil peut être utilisé également pour les victimes polytraumatisées, physiques, diverses et variées, les victimes d'ensevelissement, et ce sont des techniques qu'on utilise beaucoup avec les sauveteurs en situation de sauvetage des blêments. Je vérifie le timing. Il me reste 2 minutes, 3 minutes. Alors attention, ça va aller très vite. Donc du coup, la stabilisation psychophysiologique, c'est l'ensemble effectivement des efforts fournis par l'écureuil. L'écureuil, alors c'est pas le petit animal, hein, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est bien le sauveteur qu'on voit en haut, derrière effectivement la victime, dont le rôle est de s'introduire à l'intérieur du véhicule et qui va être finalement l'interlocuteur privilégié de la victime. Son objectif, finalement, ça va être de réduire la détresse de la victime, de faciliter le travail des coéquipiers sapeurs-pompiers ou SAMU, d'optimiser effectivement la réponse d'aide médicale avec le SMUR et de stabiliser physiologiquement l'impact du stress. Comment on va faire ça? D'abord, on va limiter le nombre d'interlocuteurs avec la victime. Vous avez déjà vu une opération de désincarcération ou de secours, en général, on s'adresse tous ensemble, de manière répétée, à la victime qui ne sait plus où donner de la tête. Là, un des choix qui est fait dans le cadre de la stabilisation, c'est qu'il y a un seul interlocuteur. Et ça va être la personne qui lui tient la tête. Pour tout le reste du secours, tous les autres sauveteurs, tous les autres intervenants vont interagir avec le sauveteur et non pas directement avec la victime pour limiter le nombre d'interlocuteurs. Ce qui est identifié ici par ce petit schéma, voilà, notre accidenté qui est dans la voiture va interagir avec l'écureuil et puis les autres intervenants de secours vont interagir avec l'écureuil. Ensuite, l'écureuil, qu'est-ce qu'il va réaliser? Tout au long effectivement de l'opération de sauvetage, il va participer à la réalisation de 7 points. Il va se présenter d'une manière très particulière pour capter l'attention de la victime et ne pas la lâcher. Il va faire un travail de focalisation sur la voix, c'est-à-dire qu'il va attirer l'attention de la victime de manière constante sur ce que raconte l'écureuil et non pas sur ce qui se passe autour. Donc on fait ce qu'on appelle de la défocalisation de l'environnement pour faire de la focalisation sur l'intervenant. On va faire aussi en sorte de mettre en place quelques codes de communication pour que la victime puisse signifier un certain nombre de choses dans l'intervention, comme par exemple ma douleur augmente ou effectivement je vais pour le moment un peu mieux. On va mettre en place de la focalisation aussi attentionnelle par le toucher, par le regard. On va travailler sur la respiration, notamment des techniques de respiration vagale pour diminuer effectivement le rythme cardiaque, la pression sanguine. On va travailler sur la défocalisation attentionnelle. Quasiment, on va faire un travail proche de la relaxation qui va permettre aussi à la victime de réduire la sensation effectivement d'être dans une situation d'inconfort et qui permet de faire, et là on s'adresse au psychiatre, finalement de la dissociation positive cette fois-ci. Et enfin, il y aura tout un travail d'éducation qui est fait avec la victime sur les normalisations des réactions du corps. Les sauveteurs connaissent le circuit de la douleur, connaissent les réactions entre guillemets du corps qui sont en cours chez la victime. Elle ne les connaît pas. Est-ce que ce que je suis en train de ressentir, cette sensation de picotement, cette sensation de douleur, ma respiration qui s'accélère, sont des signes que je vais bientôt mourir ou est-ce que c'est des signes logiques dans la situation qui est en cours? Donc tout ça va être travaillé. L'objectif, réduire la détresse, stabiliser le stress, faciliter et optimiser le secours. Alors du coup, j'aurais bien aimé vous montrer quelques extraits du contenu de la formation, mais tout au long de l'action, dans la présentation, on a un protocole de formation qui explique l'intégralité de ces étapes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on organise.
Je voudrais juste du coup attirer votre attention, par exemple, je vous parlais de la focalisation de la voix. Il y a des phrases clés qui vont être utilisées par les sauveteurs écureuils, comme par exemple celle qui est en noir foncé. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien, cela va nous aider que vous écoutiez ma voix, et seulement ma voix. Portez votre attention pendant l'intervention sur ce que je vous raconte, et pas sur le reste. C'est ça qui est en train d'être évoqué avec la victime. Il y a aussi des choses très particulières qu'on doit prendre en compte quand on va travailler avec ces victimes. On est en train de les équiper d'un collier cervical, d'un masque à O2, ils n'ont pas l'habitude de tout ça, contrairement peut-être à nous. Et il y a des questions simples qui vont se poser dans la tête des victimes et qui ressortent de toutes les enquêtes suite à une incarcération. C'est mais pourquoi on me touche? Qui c'est qui me touche? J'ai du mal à respirer avec ce truc-là, ça m'empêche de respirer. Est-ce que ça ne va pas aggraver mon état? Le collier cervical, ça me serre, c'est douloureux, ça me pince dans le cou parce qu'on me l'a posé de travers. Il y a un certain nombre de choses qui sont classiques. Et nous, derrière ça, on va peut-être travailler à inverser la perception complète de la victime. Comment on fait? Eh bien, par exemple, la personne qui touche, on va peut-être expliquer qu'avec les mains, je soutiens votre tête, je suis avec vous, plutôt que qui c'est qui me touche. Mais si on l'explique, je suis là avec vous, ça sert à soutenir, ça sert à maintenir votre santé dans un état optimal. Ça change tout, plutôt que ne bougez pas, madame. Laissez-vous faire. Vous ne bougez surtout pas parce que peut-être que vous avez une entorse cervicale ou une fracture des cervicales et si vous bougez, vous ne pourrez plus marcher. C'est plus pareil. Le masque, cela va vous aider en apportant de l'oxygène à votre corps. C'est important, effectivement, de donner du sens à des choses qui n'ont pas de sens pour de nombreuses victimes. Pareil, le collier émissaire, on va peut-être le transformer en... Vous sentez le soutien que ça vous apporte au niveau du cou? C'est une nuance linguistique extrêmement importante qui va permettre à la victime de passer d'une situation où elle contrôle rien, où elle ne sait pas ce qui se passe, à une situation où elle va contrôler de plus en plus la gestion de son propre secours. Et au final, je n'irai pas plus loin dans les présentations, mais ce qu'on a remarqué sur toutes les expérimentations qui ont été faites, notamment les études en Belgique sur les cas réels, sur les études en France qui ont été faites, c'est que pour la plupart des intervenants, d'abord le niveau d'anxiété tout au long de l'intervention il diminue de manière massive, que dans un deuxième temps, on constate que la perception du temps de désincarcération diminue. Si une désincarcération moyenne en France est de l'ordre de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, quand c'est très compliqué, eh bien en moyenne, les victimes ont la sensation d'être restées 10 minutes seulement avec le sauveteur. Et ça, c'est important sur la perception du secours. Au final, quand on leur demande mais combien il y avait d'intervenants autour de vous, une intervention pour une désincarcération, c'est en général un VSAV, 3 ou 4 sapeurs-pompiers, plus un VSR, donc on va se retrouver avec 5-6 intervenants en plus le SMUR, donc on est une quinzaine autour de la victime, et les victimes en général vont dire finalement on a la sensation d'avoir eu affaire à 2 ou 3 intervenants. Ça veut dire qu'on a complètement réduit le champ d'attention de la personne sur son propre secours, ce qui permet de réduire de manière significative la réponse immédiate au stress, la réponse ultérieure. Alors j'en dirai pas plus, mais en tout cas c'est quelques pistes qui peuvent nous intéresser sur la psychologie pratique dans le domaine du secours. Ce sont des formations simples, finalement des comportements et attitudes qu'on peut avoir en tant que sauveteur, qui peuvent radicalement changer la perception que va avoir la victime de son propre état et surtout de la dynamique du secours. Voilà. J'espère que j'ai respecté le timing. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de se poser quelques questions maintenant. La première qui me vient à l'esprit, et pour revenir sur d'ailleurs, docteur Capello, vous pouvez revenir avec nous peut-être, elle est sur l'aspect de la formation. On a vu qu'au niveau de la Croix-Rouge, ça avait été pris en compte, la formation à l'urgence psychologique, enfin au soutien psychologique chez les secouristes. Mais est-ce que selon vous, elle doit être généralisée au niveau de tous les secouristes, des primo-intervenants, des chefs d'agrès, que ce soit chez les pompiers comme dans les associations? Oui, je peux répondre au niveau de la Croix-Rouge. Elle est effectivement systématisée. Alors, il y a plusieurs niveaux de formation. Il y a, je dirais, une formation générale pour toute personne secouriste qui doit intervenir auprès du public, qui est une sensibilisation. Donc, qui va inclure une formation à l'écoute et une formation à des attitudes de savoir-faire et de savoir-être. Après, il est évident qu'il doit y avoir, selon les niveaux, différents types de formations, ce à quoi on travaille. Et puis voilà, je pense que c'est la même chose.
une gradation différente suivant la responsabilité. Et alors, justement, chez les sapeurs-pompiers, c'est pas le cas. Un sapeur de première classe ou de seconde classe n'a pas cette formation-là. Dans le cadre des formations initiales, sont apparus depuis quelques années un début de sensibilisation en fait dans le cadre des formations en disant voilà les risques du stress, voilà les risques effectivement de l'anxiété. Il faut être attentif à bien se reconditionner, mais c'est souvent un temps qui est relativement court dans les formations initiales, qui n'est pas central, donc pas forcément d'ailleurs parlant pour les nouveaux secouristes qui arrivent et qui veulent faire du secours et pas forcément faire de la protection psychologique. Et c'est vrai que le temps accordé pourrait être un peu plus important. Par contre, dans la formation continue, ensuite, c'est là où tout se joue. Une fois que les intervenants sont formés, il faut savoir prendre ce temps parce que c'est le temps de la santé et c'est le temps de la performance. Si on ne prend pas un risque en compte dans le milieu sapeur-pompier, dans le milieu du sauvetage, c'est comme finalement si on décidait d'aller au feu sans eau. C'est comme si on décidait d'aller intervenir sur une situation NRBC sans tenue de décontamination. Et le risque psychologique doit être au même titre que les autres risques pris en compte. Et si on est capable de développer des équipements de protection, entre guillemets, pour nos intervenants, il faut aussi qu'on soit capable de développer des logiques de protection, parce que l'impact en matière de santé est extrêmement important. Hein. On estime aujourd'hui que la population sapeurs-pompiers, il y a 30% des effectifs des sapeurs-pompiers qui présentent ou présenteront un état de stress post-traumatique ou feront un burn-out tout au long de leur carrière. C'est une vraie donnée en matière de santé publique qu'il faut vraiment étudier et prévenir. Et alors, est-ce que le secouriste, encore une fois qu'il soit pompier ou associatif, se livre facilement? Est-ce que l'uniforme finalement n'est pas un peu une barrière pour se livrer parce qu'il se dit bon, moi je suis secouriste, je ne dois pas craquer, je ne peux pas me livrer, je ne suis pas une victime potentielle? Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Cela dit, je pense que l'intégration d'un secouriste, c'est un processus, l'intégration. Hein. Il y a la découverte, effectivement, de ce que c'est. Au départ, on est attiré par l'idée de secourir, etc. Et c'est vrai que, sans doute, mais ça, c'est le profil psychologique, et on travaille, mais peut-être pas suffisamment sur ces moments de recrutement, sur la question des motivations à devenir sauveteur en général. Hein. Mais ça, toutes les associations y travaillent. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a, comme si vous avez raison, si on pensait que l'uniforme, les protections entre guillemets, vaccinaient entre guillemets contre toute décompensation, il y a aussi le phénomène d'équipe qui joue. Hein, le fait de travailler en équipe rassure entre guillemets. Et c'est vrai qu'au moment des formations initiales des secouristes, il faut convaincre les personnes qu'ils ont besoin de se former à ce que c'est que l'écoute et ce que c'est que le risque potentiel de décompensation psychique notamment. Autre question sur la formation. Il existe aujourd'hui des formations au secourisme pour le grand public, les PSC1, voilà. Le grand public peut aujourd'hui se former aux gestes qui sauvent. Pourrait-on imaginer une formation au grand public au soutien psychologique, avoir un minimum de base pour se dire qu'un témoin peut aussi apporter une aide psychologique à un impliqué ou une victime? Oui, oui, en effet, je pense que non seulement on peut l'imaginer, mais c'est tout à fait ce qu'on souhaite faire à la Croix-Rouge, parce que je pense que la politique globale de formation du grand public, de la même manière, je vais généraliser les choses à l'extrême, la formation des élèves dans les collèges au secourisme, la formation des candidats au permis de conduire à quelques gestes pour sauver une vie, tout le monde est convaincu aujourd'hui que ça devient indispensable. Et j'utilise cette métaphore, on voit quelqu'un qui, demain le grand public formé entre guillemets, voit quelqu'un qui s'écroule dans la rue, effectivement on va s'approcher, on va prévenir les secours, on va s'approcher, essayer de voir s'il respire, etc. Je ne vais pas résumer la formation. De la même manière, on voit quelqu'un qui sort son mouchoir et qui se met à pleurer devant ou même pas devant un accident dont on a été témoin, etc. Il faut que la personne puisse se dire mais je suis compétent pour aller l'écouter, je suis compétent pour éventuellement lui demander si elle va bien ou pas. Donc ça veut dire que dans le but, en effet, de rendre à la société une solidarité
il faut que le soutien psychologique devienne mutuel. Donc ça veut dire en effet que le grand public doit être formé. Alors il ne s'agit pas de le former pendant des heures, mais je pense qu'une sensibilisation à l'écoute, à la capacité que chacun d'entre nous peut avoir à écouter l'autre, peut être suffisant dans la mesure où on parle de sensibilisation. Docteur Nicole Roy, peut-être? Oui, ça marche comme ça. Non, ça marche plus. Ça marche? Bon, d'accord. Oui, je pense à ce moment-là, c'est une sensibilisation, c'est plus une formation. Et je pense que cette sensibilisation, en fait, c'est un peu de l'humanité, en fait. C'est écouter l'autre. Moi, je pense comme que si on en arrive à faire des informations, enfin des sensibilisations, on en arrivait là au niveau de citoyenneté, je me dis, mais non d'un chien, on est passé à côté complètement de tout. C'est quand même l'aide, ça doit venir de son voisin et tombe, bah, automatiquement on va l'aider, voilà. C'est réellement de l'humanité, alors que la formation, c'est quelque chose pour les secouristes, c'est quelque chose de totalement différent. Mais alors, qui pourrait être le moteur de cette sensibilisation au final? Si justement c'est pas une formation, on pourrait l'imaginer, voilà, que les associations... Bah, je pense déjà dans les écoles, déjà s'écouter, le respect de l'autre, voilà, c'est à ce niveau-là. Hein. Mais je pense que c'est là. Mais au niveau des secouristes, c'est réellement une formation qu'il faut mettre en place et c'est pas une. Enfin, pour moi, au niveau de la FNPC, par exemple, c'est dès le départ, à partir du moment où ils sont intégrés à la FNPC dans les ADPC, ils ont une formation, ce qu'on appelle de sauveteur, qui dure à peu près 4-5 heures. Et après, vous allez passer, vous avez le PC1, PSE1 et 2, etc., où il y a des formations de 2 heures, pour moi, qui ne sont pas suffisantes. Il faut réellement insister sur ce travail de formation. Hein. Puis après, nous, on a mis en place, au niveau de la FNPC, une formation de formateurs, hein, qui, en fait, c'est ces formateurs qui vont, former, justement, avec des médecins, avec l'aide de psychologues et l'aide d'infirmiers qui vont former les sauveteurs de différents sauveteurs des ADPC. Voilà. Nous, c'est notre politique, ce qu'on a mis en place. Voilà. Et ça, un petit peu depuis 1997, hein, on a mis ça en place. Oui, je crois en effet qu'il ne faut pas confondre formation des secouristes et sensibilisation du grand public. Mais de la même manière qu'on a inventé l'IPS, l'initiation au premier secours, en 45 minutes aujourd'hui, je crois qu'on doit être capable soit d'inclure des éléments d'écoute, des éléments de connaissance de la vie psychique de l'autre en général à cette IPS, soit de faire des sensibilisations spécifiques au soutien psychologique. Réaction aussi, la question était est-ce qu'on peut avoir une action de sensibilisation auprès de la population sur la dimension risque psychologique finalement? L'Angleterre a répondu à cette question pour nous parce qu'il y a 30 ans, ils ont lancé une campagne d'information publique sur le risque du suicide et aujourd'hui, le risque suicidaire est géré, je ne sais pas combien de fois mieux, mais beaucoup mieux que chez nous et on a un taux de suicide dans la population qui est beaucoup moins important. Donc ça, je crois que c'est du coup une réponse à la première question. Qui est en charge effectivement de la prévention de ce type de risque? Eh bien, c'est l'État. Doit être une définition d'une problématique de politique de santé publique. Ça, c'est un point important. Et puis ensuite, je pense que dans l'action de sensibilisation, il y a un contenu auquel il faut réfléchir parce que il faut faire la différence entre ce qu'on appelle l'acceptation et l'acceptabilité. Aujourd'hui, quand on a un souci en matière de psychologie, qu'on soit sauveteur, qu'on soit personne du grand public, on sait qu'il existe des dispositifs de prise en charge. On peut très bien aller voir son psychiatre, on peut aller voir son médecin, on peut en parler, sauf qu'on ne le fait pas. Et donc on a un vrai souci qui est de l'ordre de, oui, il existe des dispositifs de prise en charge, mais ce n'est pas considéré par la population comme acceptable. Et encore plus, du coup, pour revenir sur la question précédente, dans les corps en uniforme. L'acceptabilité du secours psychologique n'est pas gagnée, parce qu'aujourd'hui il est vécu plutôt comme un aveu de faiblesse, alors qu'en réalité, ça doit être perçu comme un critère inhérent à l'humanité du sapeur-pompier et donc géré comme un facteur de performance. Et nous, en tant que psychiatres, psychologues, médecins, on doit aussi faire attention à nos discours et ne pas psychiatriser ou fragiliser cette notion-là, mais bien au contraire utiliser la dimension psychologique comme un facteur de performance et faire en sorte que les sauveteurs considèrent que je dois me protéger, je dois m'entraîner parce que c'est un critère de qualité dans ma démarche de secours, ça va être une aide dans le soin que je vais apporter à la personne.
et ça va être un facteur de cohésion dans mes équipes et dans mon mode de fonctionnement. Et ça, je pense que c'est une définition qui devrait apparaître dans cette politique de santé publique. Justement, enfin, une question finalement basique, mais est-ce que selon vous, aujourd'hui, le secours psychologique est suffisamment intégré dans la chaîne des secours? Je pose cette question aussi suite à votre exposé, docteur Nicole Roy, sur les CAI. On a vu qu'il y avait encore quand même beaucoup de questions qui restaient en suspens, rien que sur la nomenclature, sur les couleurs. Quel travail il reste encore à faire pour que ce secours psychologique soit vraiment intégré dans la chaîne des secours, et notamment au niveau des CAI? Là, je pense au niveau du CRI, maintenant, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut prendre en charge les impliqués et les blessés psychiques, ça c'est clair. Maintenant, où on en est rendu, c'est un petit peu... c'est une problématique de nom, en fait, c'est tout. Hein. Et puis de couleur, comme vous dites. Mais là, maintenant, c'est des discussions que l'on a les uns avec les autres, puisque, bon, moi, je fais partie de la Société médecine de catastrophe, et justement, on est en train c'est la problématique actuellement, savoir comment on appelle le fameux centre d'accueil des impliqués. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu la logistique qui pose problème, plus que... c'est la séparation entre le CAI et le PUMP. Si le poste d'urgence médico-psychologique est intégré, c'est ça en fait. Donc c'est un problème un petit peu logistique, de séparation, etc. On sait très bien qu'il faut séparer justement les victimes des impliqués et donc bien les, comment on appelle ça, bien les trier, quoi. Justement, cette notion de triage, je trouve qu'elle est importante, et notamment en cas d'accident d'ampleur, quand on se retrouve avec énormément de victimes. Aujourd'hui, le triage des victimes, on le connaît dans le secours, mais au niveau du secours psychologique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prises en compte aujourd'hui? Comment ça s'organise, ce triage au niveau du secours psychologique? Il n'y a en fait pas d'organisation très structurée. Il manque probablement de liens entre les SAMU, les SDIS, les associations de secouristes, pour peut-être mieux définir les choses. Mais on est aussi avec des structures qui n'ont pas forcément les mêmes manières de voir les choses, et c'est probablement le temps qui stabilisera un petit peu les limites du champ de chacun. Après, ce qui est important, c'est de ne pas être complètement en dehors de son champ. Que les soignants restent soignants, les secouristes, les pompiers, etc. Ça, c'est pas toujours très facile quand on n'a pas des structures qui ont l'habitude d'interagir ensemble. C'est juste, d'ailleurs, il y a une expérience assez typique en Belgique, justement, qui est un plus petit pays, donc du coup qui a moins de structures et moins de barrières entre les structures, où au niveau du triage psychologique, il y a quelques années de ça, il y a eu un festival de rock. Pour ceux qui sont belges, si je me trompe sur la prononciation, c'est Purple Rock ou je ne sais pas trop quoi. C'est un festival qui réunit 70 000 personnes en général chaque année. Et il y a quelques années de ça, il y a eu un orage phénoménal pendant le festival. Il y a plusieurs personnes qui ont été foudroyées. Ce qui fait qu'on se retrouve avec potentiellement 65 000 impliqués. Et qu'aujourd'hui, nous, on ne saurait pas faire. Mais qu'en Belgique, ils ont réussi finalement... à identifier l'intégralité des participants, à les trier, à faire des matrices de suivi. Et finalement, sur les mois qui ont suivi, il y a un certain nombre de screenings qui sont faits sur l'état des personnes. Et à chaque screening, finalement, on estime si elles ont besoin effectivement d'être orientées vers une phase de prise en charge dans un service hospitalier, dans une consultation libérale en psychiatrie ou en psychologie. Et où, au final, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, ils vont suivre les personnels ou les personnes, entre guillemets, qui restent dans le rouge au niveau de leur codification et de leur triage. Donc, je ne pense pas que ce soit au final impossible, mais ça implique effectivement une synergie autour de la catastrophe, très très rodée, très très organisée,
qu'ils arrivent à obtenir en Belgique, je pense, par la simplicité, entre guillemets, et la perméabilité qui existe en Belgique entre les différents systèmes, et que nous, on n'a pas encore atteint, nous, dans nos dispositifs français, qui sont encore en cours de maturation. Merci. Alors, on arrive à peu près à la fin de notre débat, mais je voudrais juste savoir si vous avez des questions quand même dans la salle. Est-ce que vous avez envie de vous exprimer ou poser une question? Non, pas de questions. Bon, est-ce que vous voulez un mot de conclusion pour terminer? Non. Merci à l'attention de l'auditoire. Et ben voilà, c'en est un. Merci beaucoup, je suis désolé, on doit arrêter, il est 5h30, puis on entend que ça commence à démonter. Merci beaucoup d'être venu et très bonne fin de dimanche.